pris récemment. Ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de l'histoire, tout ça. On a l'impression qu'on joue la montre, que peut-être la droite joue un peu l'opposition, mais on aura tout à l'heure des participations de la droite, des sénateurs de droite. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, la réforme, il faut la faire. Mais si cette commission spéciale dont j'apprends ce matin l'existence et qui va commencer à se réunir lundi est constituée de femmes et d'hommes campés sur leur position, celle qu'ils répètent depuis 6 ans ici. Depuis 6 ans, si on vient pour continuer à défendre son précaré, alors elle ne servira à rien. Moi, je préférais qu'au-delà de cette commission spéciale créée à la demande de certains groupes, je préférais qu'il y ait un tout petit peu plus de temps pour le débat ici, de façon à ce qu'on arrive à un texte qui à la fois fasse avancer le millefeuille territorial, mais qui dans le même temps fasse honneur au Sénat. On va appeler Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui nous fait l'amitié de venir quelques minutes, parce que je sais que vous êtes assez pressé. Avec le micro, ça sera plus simple. Question très simple, parce qu'on discutait à l'instant de la réforme ferroviaire, de cette grève sur la SNCF. On disait avec François Patriat, l'examen du texte à l'Assemblée nationale devrait se conclure ce soir, demain? Je l'espère, ce soir, oui. Est-ce que vous estimez qu'avec la conclusion de cet examen à l'Assemblée nationale, la grève pourrait se terminer? Écoutez, vous avez bien vu qu'au fur et à mesure que les jours passaient, c'est trop long bien sûr pour les usagers, mais je crois qu'il y avait un mouvement de reprise qui était amorcé. Je crois qu'est-ce qu'ont exprimé les salariés, minoritaires d'ailleurs, mais il y a une sorte de doute. Je ne parle pas de gens qui ont des a priori politiques, je parle sans doute des salariés sincères qui se sont posé des questions de savoir est-ce que oui ou non le projet de loi allait leur apporter des garanties. Eh bien, ils ont vu que les amendements que nous avions prévu d'intégrer ont bien été intégrés dans la loi. Je crois qu'une partie d'entre eux sont très largement rassurés maintenant. Et bien sûr, il faudra continuer le dialogue. Mais je pense que même si nous pouvons penser que nous aurions pu faire l'économie de ce conflit, en tout état de cause, tous ceux qui sont de bonne foi et qui voient les engagements du gouvernement se concrétiser dans la loi ont des raisons de penser maintenant que les choses doivent pouvoir se terminer rapidement. Tout à l'heure, l'un des responsables de syndicat CGT disait que les arguments de l'Assemblée nationale, mis en place notamment par les députés communistes, tout ça ressemblait finalement à de l'enfumage. On a l'impression que le bras de fer va encore continuer longtemps. Ça fait 9 jours, Jean-Marie Le Guen, ça commence à faire beaucoup là. Ce qui fait beaucoup, c'est que depuis longtemps, les cheminots ont l'impression d'avoir un statut qui avait été très malfaisant, tel qu'il a été voté il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il évolue de façon positive. Peut-être certains d'entre eux voudraient des garanties absolues. On ne peut pas donner des garanties absolues dans la vie. On ne peut donner que des démarches qui sont positives. Je crois maintenant, très sincèrement, qu'il est temps que chacun comprenne que finalement, ce mouvement n'a pas grand sens. Il est très isolé, à la fois à l'intérieur de la SNCF et dans la population, et qu'il nuit peut-être aux intérêts de ce que veut mettre en avant ceux qui veulent rester grévistes. Alors s'il y en a d'autres qui sont sur des raisons, j'allais dire, un petit peu de radicalisation pour la radicalisation, alors là, peut-être qu'ils se trompent aussi. Je crois qu'il faut avoir le souci de terminer un mouvement social. En quelques minutes, il nous reste sur le plan des régions, parce que c'est quand même très important, notamment François Patriat, on en parlait à l'instant, il y a une commission spéciale qui a été créée au Sénat, ça reste très spécifique au Sénat. Vous estimez que aujourd'hui, ça peut poser problème sur l'examen de la loi? Est-ce que vous confirmez qu'elle sera bien examinée à partir du 1er juillet ici au Sénat? Oui, tout à fait. Le calendrier initial est tout à fait maintenu, de la même façon que nous confirmons le fait que nous souhaitons qu'il y ait 2 lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pas de procédure accélérée? Il y a une procédure accélérée, mais qui n'implique pas une seule lecture. Et donc, je confirme qu'il y aura 2 lectures. C'est un peu aussi une course contre la montre que vous menez, parce qu'on sait très bien que la loi doit être votée un an. Non, mais doit être votée un an avant les prochaines élections. Nos compatriotes ne comprennent plus qu'une loi qui est discutée au mois d'avril ne soit appliquée qu'un an ou existante, même un an ou un an et demi après, et appliquée 3 ans. Cette période-là, d'ailleurs, il y a une interrogation beaucoup plus fondamentale sur l'action législative. Elle ne correspond plus au temps moderne de la communication, à la nécessité d'adapter notre pays. Donc, j'allais dire, l'urgence va devenir une banalité, et d'ailleurs, elle garantit très largement les droits du Parlement. Aujourd'hui, je dis ça sachant qu'il y aura une seconde lecture. Mais avouons, sur ce texte, en plus, ça peut tout à fait se justifier. Mais avouons que les secondes lectures sont souvent très formelles. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen. Je sais que vous devez nous quitter. Merci beaucoup François Patriat. On poursuit évidemment sur ce que vient de dire le ministre, c'est très important. Il y aura une procédure accélérée, 2 lectures. C'est important aussi de le signaler. Comment vous voyez un peu l'examen de ce texte ici au Sénat ?
j'avais les plus vives appréhensions compte tenu des positions dogmatiques évoquées par certains groupes. J'ai assisté hier aux auditions des présidents de région et du ministre, et je me suis aperçu que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'on continue d'avoir aujourd'hui les mêmes réflexes de chacun défendant son territoire ou la circonscription qu'il représente. J'ai le sentiment... Mais vous, parce que vous êtes plutôt satisfait, vous, finalement, la Bourgogne va se marier avec la Franche-Comté, donc tout va bien, vous étiez même l'un des précurseurs. C'est-à-dire que nous avions anticipé parce que nous savons qu'une région comme la Bourgogne et comme la Franche-Comté, prise entre deux énormes régions, que sont à la fois l'Île-de-France et Rhône-Alpes, ne peuvent exister que si elles mettent en commun leurs moyens, leurs forces, leurs richesses, et qu'elles peuvent à la fois acquérir un peu plus de puissance pour régler des problèmes économiques, des problèmes d'emploi, de culture, de sport, de santé, ou bien tout simplement de formation, et que nous avions décidé de le faire. L'opportunité de cette loi nous permet d'avancer. J'attends du gouvernement à la fois une aide dans l'ingénierie, mais j'attends aussi peut-être une aide financière dans la mesure où ceux qui auront été les bons élèves, comme la Bourgogne et la Franche-Comté, peut-être seront moins pénalisés dans la prédation des dotations qu'on va leur faire dans les mois qui viennent. Oui, André Valigny, qui est secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale, vous lui avez peut-être parlé, il sera certainement aussi content de l'apprendre, mais il a dit aussi que sur cette réforme territoriale, on pouvait aller jusqu'à 14 régions, ça c'est le maximum, mais on pouvait peut-être descendre. Ça je le pense. Je pense que d'après à la fois les discussions que nous avons dans les couloirs, les débats que nous avons en commission, et de ce que j'ai entendu hier, il semblerait que la carte sera modifiée. Elle ne sera pas modifiée autour de la Bourgogne et la Franche-Comté, ça ne pose pas de problème aujourd'hui, même si moi je regrette que demain ce soit une petite région malgré tout. Elle sera sans doute modifiée autour des Pays de Loire, autour de la région centre, autour de l'Aquitaine et de la Bretagne. François Patriat, justement, on a entendu tout à l'heure la ministre en charge de la décentralisation, Maryse Lebranchu. Je propose d'écouter ce qu'elle disait, on va réagir juste ensemble après. Et le Premier ministre Manuel Valls, au vu de toutes vos réactions, a décidé de prolonger, entre guillemets, les départements jusqu'en 2020 pour que nous ayons communément le temps de voir si on les supprime sur les zones urbaines, ce qui est la position majoritaire des parlementaires de manière générale, en les gardant sur les zones rurales, ou si on trouve un autre échelon de discussion de proximité. Parce qu'il y a une question également essentielle, c'est la question de l'argent, de l'économie. C'est-à-dire qu'on va toucher aux régions. Qu'est-ce qu'on fait, notamment des agents territoriaux? Est-ce qu'on supprime, par exemple, le fait que quand ils partent à la retraite, on ne les remplace pas? Il y a deux questions qui animent ce débat. Quand vous fusionnez des régions, le problème de la capitale se pose et le problème des personnels. Je rappelle que ces personnels sont protégés par un statut qui empêche toute perte d'emploi. Mais qu'en redistribuant aujourd'hui à la fois les fonctions et les compétences, et en admettant les départs en retraite, il va de soi que dans le temps, il y aura moins de personnes entre ces deux collectivités qu'il y en avait avant. C'est évident. Roger Carucci nous a rejoint, sénateur des Hauts-de-Seine et candidat à la présidence du groupe UMP au Sénat en septembre prochain. Si et seulement si Jean-Claude Gaudin n'est plus candidat. On verra ça en septembre. On verra ça en septembre. On parle évidemment de la réforme territoriale, tout a un petit peu bouleversé ici au Sénat. Il y a une commission spéciale qui a été créée, vous en ferez partie. Vous jouez la montre? Il n'y a pas besoin de jouer la montre parce qu'on pourrait imaginer que à l'intérieur de la gauche, il va y avoir déjà tellement de réserves et de réticences qu'en tout état de cause, je ne suis pas certain que ce texte passe. En revanche, moi j'avais déjà dit, je ne comprends pas qu'on n'ait pas commencé par l'autre texte, celui sur les compétences des régions et des départements, pour définir le cadre territorial, pour définir le découpage. Il faudrait peut-être qu'on sache qu'est-ce qu'on donne aux régions, qu'est-ce qu'on fait des départements. Aujourd'hui, on nous fait des découpages complètement à la marge, n'ayant pas de sens, et on nous dit, on change les dates et puis vous verrez bien à l'automne ce que sont les compétences. C'est absurde, on fait le travail à l'envers. Nous voulons parler de la réalité des régions, des bassins de vie, des bassins d'emploi, des bassins économiques. On en parlait de l'économie, c'est très important parce que cette réforme est aussi basée là-dessus. Pardon de vous dire, avant de savoir comment on découpe
mettons-nous d'accord sur les compétences, et à partir du moment où on dit on fait de grandes régions économiques, on pouvait faire 8 grandes régions, 10 grandes régions en France et maintenir les départements. Le système qui consiste à dire je vous fais du découpage qui correspond à des coloriages sur un bout de table et on supprime les départements, ça n'a aucun sens. On n'a même pas parlé des compétences, des capacités économiques des régions, de leur capacité d'intervention. C'est absurde, on ne joue pas la montre, on veut un travail sérieux. Voilà, le Sénat est le représentant des collectivités territoriales. On veut un travail sérieux sur les collectivités. François Patriat, d'un mot, parce qu'après on va vous laisser partir. Jean-Pierre Michel va vous remplacer pour le groupe socialiste. Coloriage, découpage, ça promet encore des discussions à partir du 1er juillet. Hein. Moi j'écoute M. Karoutchi et je respecte le travail qu'il fait au Sénat. Nous avons participé aux mêmes commissions depuis 2008, ensemble. À la commission de M. Belot, à toutes les commissions. Mais avouez, M. le ministre, que nous avons abouti à rien. C'est vrai. Et que, pour une fois que ce gouvernement un peu courageux et qui fait ce que souhaitait faire votre gouvernement, je m'en suis entretenu avec M. Copeux, avec M. Hortefeux, à de nombreuses reprises, sur à la fois l'avenir des départements et sur l'avenir des régions, il n'est pas exactement ce que vous souhaitiez, mais il y a des ressemblances. Alors maintenant, la carte, les compétences. La carte, sans doute, est-elle modifiable et elle sera modifiée. Ce sera le travail du Sénat et de votre commission. Les compétences, nous en débattrons à l'automne. L'important, c'est qu'au moins 8 mois ou 9 mois avant les élections, on sache dans quel cadre on vote, on sache comment on vote, on sache pourquoi on vote. Or, moi, je sais que ces deux textes seront débattus et qu'on y arrivera. Merci François Patriat. Jean-Pierre Michel du groupe socialiste va vous rejoindre. Roger Karoutchi, parce qu'on va parler de la réforme pénale. La réforme pénale, on dit qu'il y a des amendements très importants qui sont passés à gauche hier, ici, en commission des lois au Sénat. Jean-Pierre Michel, qui est le rapporteur de ce texte, va exactement nous préciser. Là-dessus, vous avez quelque chose à dire de précis? C'est une réforme peut-être trop à gauche, qui est laxiste. On entend beaucoup ce son de cloche à droite. Je ne veux pas dire ça devant Jean-Pierre Michel. Il va dire que, comme par définition, nous extrapolons ou nous exagérons. Moi, je trouve que la loi, elle doit aussi correspondre à l'ambiance, à l'opinion, à l'état du pays. Moi, je ne suis pas là pour dire est-ce que tel amendement est plus à gauche, pas à gauche. On va en parler avec Jean-Pierre Michel, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ce que je dis, c'est qu'il y a un état de l'opinion. Et ce n'est pas comme Jospin le disait à une époque, est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité? Ce n'est pas le sujet. Il y a un sentiment profond dans ce pays qui consiste à dire les délinquants ne sont pas suffisamment sanctionnés et la sécurité des citoyens n'est pas assez assurée. Si vous continuez à faire des amendements ou des éléments qui contribuent à créer ce climat comme quoi il n'y a pas suffisamment de sanctions, je ne dis pas, moi je ne suis pas un fou furieux de la prison, mais il y a un problème, c'est sûr. Jean-Pierre Michel, merci de répondre à nos questions. Vous êtes le rapporteur de ce texte qui arrive mardi. Des amendements importants ont été hier votés. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être ceux sur lesquels il y a un vrai malaise, visiblement? Je ne sais pas pourquoi il y a un malaise. Parce que ce qui est laxiste, c'est de rester en l'état actuel, c'est de ne rien faire. C'est de continuer à envoyer en prison de plus en plus de gens pour des petites peines. Ce sont les petites peines qui sont mises en cause. De petites peines, de 1 à 6 mois. C'est de faire de plus en plus de récidivistes, 60%. Et c'est de faire de plus en plus de victimes. C'est ça qui est laxiste. C'est contre ça que veut lutter le projet de loi. Comment? En aménageant les peines, en créant une nouvelle peine de probation ou de contrainte pénale qui se substitue à la peine d'emprisonnement pour les petites peines, et en instituant une sortie sous contrainte pour éviter qu'on sorte comme ça de façon sèche. Je rappelle que 90% des récidivistes sortent de prison sans aucun aménagement et sans aucun accompagnement parce qu'ils ne le veulent pas. Donc voilà le pari. Alors, s'il n'est pas gagné en 2017 puisqu'il y a une évaluation, on fera autre chose. Mais je pense qu'il faut revenir sur ce qui est actuellement. Et je signale... Excusez-moi, monsieur Michel, mais vous allez beaucoup plus loin que ce que veut le gouvernement. Ah mais ça, écoutez, hein, pas sûr que vous soyez suivi. C'est ça, j'avance une idée. Pas sûr que vous soyez suivi. Le gouvernement est là, le Parlement est là, le Sénat est là. J'ai été suivi par tous les groupes de la majorité à la commission des lois. Et je trouve que le gouvernement devrait se dire qu'un projet de loi qui est enfin voté par tous les groupes de sa majorité, c'est quand même pas mal. C'est tellement rare. Voilà, c'est pas mal, mon cher collègue. On imagine que l'opposition sera ferme sur ce projet. Oui, parce que j'entends bien ce que dit Jean-Pierre Michel, mais nous disons aussi, depuis 2012, Madame Taubira, pour des raisons diverses, a dit on arrête un petit peu le programme qui avait été envisagé de construction de places de prison. Alors aujourd'hui, on nous dit ah bah oui, mais il n'y a pas assez de places, faisons en sorte que les petites peines soient aménagées et tout. Alors, c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire à un moment, on se dit bah il faut peut-être faire en sorte
que... Moi, je suis assez d'accord, je le dis tout de suite à Jean-Pierre Michel, pour les toutes petites peines, on peut trouver des aménagements. Voilà. Je préfère des gens qui sont traités, suivis, que des gens qui sont mis au contact du grand banditisme dans les prisons. Mais il faut qu'il y ait les deux, qu'il y ait plus de places de prison, qu'il y ait plus de capacité pour les juges à sanctionner et qu'il y ait un accompagnement. Ça veut dire beaucoup de moyens financiers supplémentaires. Est-ce que le gouvernement est disposé à mettre les moyens? C'est pas tout de faire un texte de loi, il faut qu'il y ait des crédits. Merci Roger Carucci, Gérard Longuet va vous remplacer. On parlait des moyens, des crédits, de philosophie également. Est-ce que vous êtes suivi par le gouvernement? Est-ce que Christiane Taubira vous a passé un coup de fil? Comment ça se passe? Non, la commission des lois a voté mes amendements, toute la majorité les a votés. Pour l'instant, je n'ai pas eu de coup de fil. Je dois rencontrer le ministre de la Justice avant la séance de mardi, oui. Et puis on va voir ce qui va se passer. Ce que dit Roger Carucci, c'est exactement le projet de loi. Exactement le projet de loi. Vous allez peut-être avoir quant aux peines d'emprisonnement, un petit coup de main sur votre droite. Quant aux places de prison, le gouvernement en dit qu'il en crée 6 000 jusqu'en 2017. C'est quand même pas mal. Mais plus on crée des places, plus on les remplit. Donc à un moment, il faut arrêter cette espèce de cycle infernal. Merci Jean-Pierre Michel, je sais que vous êtes attendu dans l'hémicycle. Gérard Longuet nous a rejoint. Bonjour Gérard Longuet, sénateur UMP de la Meuse. Peut-être juste un mot sur ce que vient de dire Jean-Pierre Michel, sur ce côté de ce texte sur la réforme pénale. Roger Carucci disait oui, oui pour les petites peines, on supprime la prison. Vous êtes d'accord vous? Pas nécessairement, non. Je pense que le problème, c'est le statut des prisons. Non, le statut des prisons en France est très médiocre parce qu'il y a surpopulation et promiscuité. Et en effet, certains ont raison de dire que, d'une certaine façon, la prison est l'école de la délinquance. Mais si nous avions des prisons qui soient acceptables, nous pourrions faire des choses éducatives et assurer une protection des populations. Voilà. Je voudrais vous interroger maintenant sur les questions qui touchent à l'UMP. On a beaucoup vu, entendu tout ce qui se passe en ce moment à l'UMP, l'affaire Big Malion qui touche de plein fouet votre parti. Comment est-ce que vous voyez la fin de cet épisode? Est-ce qu'il y aura une fin possible de cet épisode? Ou est-ce que, comme le dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro Magazine, il faudra réinventer quelque chose? On ne fait plus de parti, on ne fait plus de sa politique avec ce parti. Un parti politique existe en fonction des institutions. Elles sont dominées en France par le fait présidentiel et par le système législatif qui est un scrutin majoritaire. Nous avons une certitude aujourd'hui, c'est que le Front National est une force politique et toute division du centre et de la droite donne à la vie politique française une architecture inacceptable, le dialogue de la gauche et du seul Front National. Donc nous avons besoin d'une fédération des centres et des droites. C'est une certitude absolue. L'UMP avait réussi ce pari jusqu'en 2012. Depuis, manifestement, l'UMP s'essouffle et l'actualité fait peser sur l'étiquette un doute et peut-être une opprobre. Une dernière question là-dessus, mais après on va passer évidemment sur le thème des intermittents. Catherine Tasca, sénatrice socialiste, nous a rejoint. Comment vous voyez la fin de l'épisode avec Nicolas Sarkozy qui reprend la présidence, François Fillon qui revient, la guerre recommence? Avec d'autres personnes, mais la guerre recommence? C'est pas la guerre. La démocratie, c'est la compétition des idées. Et en général, les idées sont portées par des personnes. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans la politique, ce sont les idées. D'ailleurs, je n'ai jamais été favorable au régime présidentiel, au suffrage universel, parce que justement, les personnes escamotent et esquivent les idées. À l'UMP, j'étais assez heureux parce qu'on pouvait avoir un débat d'idées. Moi, je souhaite qu'il y ait une vision d'une France libérale, modérée, européenne, et ensuite les hommes, du moment qu'ils acceptent les idées. Alors, on ouvre le débat sur les intermittents. Je vous propose d'écouter la ministre de la Culture. C'était il y a quelques minutes dans l'hémicycle. Le gouvernement entend l'inquiétude de ces artistes et de ces techniciens qui font la vie de nos territoires, qui font la vie de nos festivals. Et partout ici, sur ces bancs, nous savons combien la France doit à la culture. Parce que la France est une grande nation par son patrimoine, par son héritage, mais aussi par la vitalité de sa création et de ses artistes. Nous avons à la fois le souci de respecter le dialogue social et en même temps le souci exigeant, l'impérieuse nécessité de trouver une solution pour ce régime de l'intermittence qui régulièrement, périodiquement, suscite des crises et des inquiétudes. Catherine Tasca nous a rejoint, sénatrice socialiste. Vous connaissez bien toutes les questions de culture.
comment on sort de ce problème des intermittents qui revient de presque depuis 10 ans, si ce n'est plus? À l'évidence, rien n'est pour le moment totalement satisfaisant. C'est clair. Et il y a même dans l'accord qui a été signé par certaines centrales syndicales des choses qui, à mon avis, ne sont pas acceptables. Je pense notamment au délai de latence pour les intermittents lorsqu'ils n'ont plus d'emploi, qu'ils entrent dans le régime de chômage. Ce délai de carence, il n'est pas supportable pour des professions qui, contrairement à leur image, pour la plupart des gens, donnent des rémunérations plutôt modestes. Donc on ne peut pas s'arrêter, on est au milieu du gué. Moi je considère que l'accord qui a été signé, semble-t-il un peu par surprise d'ailleurs, et sans que chacun ait vraiment pesé ses conséquences, cet accord, c'est un point dans la négociation, c'est un moment, une étape. L'agrément, c'est ce qu'on appelle l'agrément. Alors, non, l'accord, je parle de l'accord. L'agrément, c'est une étape formelle, c'est au gouvernement de décider s'il franchit cette étape, mais ça ne met absolument pas un point final à la nécessité d'une négociation plus vaste, mieux comprise. Je crois que personne ne peut envisager sans une grande tristesse que l'ensemble des spectacles de l'été puissent être annulés. Voilà, c'est quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce qu'on fait justement avec les intermittents? Est-ce qu'il faut aller au bout des négociations pour sauver les spectacles de l'été? Moi, je crois qu'il faut aller au bout des négociations, quitte à compromettre les spectacles de l'été. J'ai écouté Madame Tasca, je comprends tout à fait sa passion et je respecte son engagement. Mais il y a eu un détournement d'objets. Et détournement d'objets qui est porté notamment par de grands employeurs privés ou publics qui se servent du régime de l'intermittence pour ne pas assumer leurs propres responsabilités. Alors que les autres partenaires sociaux, employeurs et salariés disent bon, on veut remettre de l'ordre, c'est pas complètement anormal. Ça tombe sur ce gouvernement et à cette période. Manque de chance, mais c'est quand même un vrai problème et on ne peut pas entretenir cette ambiguïté, c'est-à-dire le régime des assédiques qui finance la politique culturelle. La politique culturelle est financée par les collectivités ou par l'État si c'est public, par le spectateur, par du mécénat, mais certainement pas par les autres chômeurs. Visiblement, Catherine Tasca, vous n'êtes pas d'accord avec Gérard Longuet, mais en tout cas, ça peut faire avancer le débat. Non, je pense qu'il faut vraiment remettre les différents acteurs de ce dossier autour d'une table et je dirais qu'il faut le faire tout de suite. Sans délai, il y a des mois et des mois et des années. On ouvre une négociation, une concertation, encore une concertation. Ce n'est pas encore, c'est le prolongement de la négociation qui a été menée et qui a été mal bouclée. Je le répète, le délai de carence, ça n'est pas acceptable. Et moi, je ne souhaite pas que ce soit la vie artistique de ce pays, qui contribue d'ailleurs beaucoup, cette vie artistique, à la vie économique aussi de beaucoup de nos villes, de beaucoup de nos régions, qu'elle fasse les frais d'une conclusion hâtive. C'est une spécificité française, ça? Le régime des intermittents? Oui, tout à fait. Je le crois profondément. C'est une exception française? Et tant mieux. Et tant mieux. Nous en avons besoin. Ce pays, la puissance publique, depuis des décennies, a reconnu qu'elle avait une responsabilité par rapport à la vie culturelle. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. Chère Catherine Tasca, c'est une exception française. Si c'est une volonté politique, il faut que ce soit le contribuable qui la paye et pas le cotisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que dans le système actuel de solidarité, le régime des intermittents a tout à fait sa place. Je ne souhaite pas pour moi pas qu'il change de nature. Aux Français d'aller aider le spectacle culturel français. Mais oui, parce que je vous signale que le spectacle, comme vous dites, aide la France. Globalement, pas seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Je ne conteste absolument pas l'importance de l'activité culturelle, bien au contraire. Mais qui doit payer la différence? Sont-ce les salariés de la sidérurgie, de la chimie ou du commerce, ou bien la collectivité publique? J'ai tendance à penser que si on le veut vraiment, il faut être logique, c'est la collectivité publique et les collectivités locales, plus le mécénat. Si on remet tout à plat, pourquoi ne pas poser la question que vous posez? Mais encore une fois, ça n'est pas au nom des dérives que vous avez très justement pointé. Le constat est assez juste sur les dérives. Oui, oui. C'est sur le remède sur lequel vous n'êtes pas vraiment d'accord. Mais le remède, mais ça date déjà depuis 10 ans, Madame Tasca. Même plus, même beaucoup plus. C'est vrai, c'est vrai. Et le dossier a changé de nature parce que le nombre même des intermittents a augmenté dans des proportions considérables. Mais pourquoi? Et ça pose problème?
Pourquoi est-ce que ce nombre a tant augmenté? C'est parce que justement les politiques publiques, pas seulement de l'État, mais des collectivités, ont fait une place croissante au spectacle vivant, ce qui est une bonne chose. Et n'oublions pas le développement de l'offre audiovisuelle. Dans un pays où il y a une offre audiovisuelle considérable, cette activité audiovisuelle fonctionne avec le régime de l'intermittence. Il n'y a pas simplement les festivals sympathiques, il y a aussi les chaînes qui vivent de cela. Il faut remettre le spectacle vivant au cœur du régime des intermittents. C'est une nécessité et il y a à l'évidence, comme vous l'avez dit, des dérives puisque une grande partie des entreprises... On ne va pas rentrer dans le débat, je suis désolé. Nous ne sommes pas à la table de négociation. Je pense que ce sujet devra être posé dans la négociation. Avec une large concertation, on l'a compris, c'est ce que devrait être annoncé par le gouvernement. Merci Mme Tasca, Monsieur Longuet, merci beaucoup. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.